Mes chers collègues, la séance est ouverte. Je voudrais d'abord nous souhaiter collectivement la bienvenue pour la première réunion de notre commission sous cette 17e législature. Nous souhaiter également une bonne reprise, saluer les travaux qui ont été menés depuis le mois de juillet par un certain nombre des membres de notre commission qui ont participé à divers événements internationaux. J'étais pour ma part à Budapest lundi et mardi pour représenter la Commission lors de la conférence interparlementaire sur la politique étrangère qui est organisée tous les 6 mois dans le pays qui occupe la présidence de l'Union européenne. Et à cette occasion, comme j'en avais fait part aux membres du bureau, parmi d'autres sujets, j'ai évoqué notre très vif regret que le Premier ministre hongrois, qui occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne, ait entrepris dès les premiers jours de la présidence une série de déplacements sans concertation avec les autres États membres de l'Union européenne. Notre réunion aujourd'hui intervient dans un contexte un peu particulier lié à la tenue cette semaine de journée parlementaire de certains groupes, mais nous ne pouvions tarder davantage, d'une part dans l'adoption d'un avis sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et Expertise France, lequel a officiellement été notifié à notre Assemblée à la mi-mai et à propos duquel le délai de notre saisine est restreint, voire même quasi épuisé. Et puis il fallait également, sans plus attendre, désigner nos rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025. Et je vous propose que nous puissions commencer par là, c'est-à-dire la nomination formelle de nos 9 rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025. Le bureau de notre commission a échangé sur cette question dès le 22 juillet et il s'est prononcé sur la répartition des thématiques des avis par groupe politique en veillant à assurer la plus grande représentativité des groupes représentés dans notre commission. Et conformément à la position du bureau, je soumets à la confirmation de la commission la désignation des rapporteurs pour avis suivants. M. Nicolas Forissier pour le groupe Droite républicaine sur la mission Action extérieure de l'État, Action de la France en Europe et dans le monde, Français à l'étranger, Affaires consulaires. M. Frédéric Petit pour le groupe Les Démocrates sur la mission Action extérieure de l'État, Diplomatie culturelle et d'influence, Francophonie. M. Guillaume Bigot pour le groupe Rassemblement national sur la mission Aide publique au développement. M. Laurent Mazory pour le groupe Lyot sur la mission Défense. Mme Dominique Voynet pour le groupe écologiste et social sur la mission Écologie, développement et mobilité durable. M. Jean-François Portarieux pour le groupe Horizon et Indépendance sur la mission Économie, Commerce extérieur et Diplomatie économique. M. Benjamin Haddad pour le groupe Ensemble pour la République sur la mission Immigration, Asile et Intégration. M. Alain David pour le groupe Socialiste et apparenté sur le compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public, audiovisuel extérieur. Et enfin, M. Arnaud Le Gall pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, sur l'article prévoyant le prélèvement sur recettes au profit du budget de l'Union européenne. Pour toutes ces candidatures, donc je rappelle à nos membres que c'est le bureau qui a défini l'affectation par groupe et ce sont les groupes qui ont désigné les rapporteurs. Je consulte la commission. La commission est-elle d'accord avec les propositions transmises par les groupes politiques sur la base du choix arrêté par le bureau? Nos rapporteurs pour avis sont donc désignés et je les en félicite. Je propose donc que nous passions au deuxième point à notre ordre du jour concernant l'avis de notre commission sur le contrat d'objectifs et de moyens, le COM, entre l'État et Expertise France, portant sur la période 24-26. Les travaux sur cet avis ont été engagés sous la précédente législature par nos collègues Éléonore Carrois, qui est à ma droite, et Marine Hamlet, qui est en visioconférence avec nous, qui devaient initialement présenter leur avis fin juin. Compte tenu des délais légaux qui s'appliquent à nous et du travail engagé, le bureau a unanimement décidé le 22 juillet de proposer la reconduction de ces 2 rapporteurs que nous devons formellement désigner avant la présentation de leur rapport ce matin. Je consulte donc la commission sur la désignation de mesdames Éléonore Carrois et Marine Hamlet comme co-rapporteurs sur ce COM. Pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Je le disais, en raison d'impondérables personnels parfaitement compréhensibles, Madame Marine Hamlet interviendra à distance par visioconférence. Avant de passer la parole à nos rapporteurs, je rappellerai très brièvement, à titre liminaire, qu'Expertise France
et l'Agence française de coopération technique internationale. Elle est désormais intégrée au groupe de l'Agence française de développement, l'AFD, dont nous auditionnerons le directeur général la semaine prochaine. Cette société par action simplifiée accomplit des missions d'intérêt public au service de la politique extérieure d'influence et de diplomatie économique de la France. Elle contribue entre autres au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets de coopération sur financement bilatéraux et multilatéraux. Le directeur général d'Expertise France, Jérémy Pellet, a été entendu par la Commission le 27 mars dernier dans la perspective de l'échéance qui nous réunit, c'est-à-dire de l'avis de la Commission sur le COM. Il s'était notamment félicité d'être parvenu à stabiliser le modèle économique d'Expertise France. Il avait aussi indiqué que l'agence ne bénéficie plus de subventions de fonctionnement depuis 2019, est à l'équilibre et se finance sur les marges tirées de ses projets, 25% avec l'AFD et 25% avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais venons-en au constat, analyse et conclusion de nos deux rapporteurs. Mesdames, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Avant tout, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de session et de vous présenter donc ce rapport sur le contrat d'objectifs et de moyens de Expertise France. Donc, comme vous le savez, les problématiques d'aide publique au développement nous tiennent particulièrement à cœur dans cette commission. Nous examinons chaque année les avis budgétaires portant sur ce domaine et auditionnons très régulièrement des membres des différents opérateurs. Nous recevrons la semaine prochaine, et je vous invite à être présent si vous le pouvez, Monsieur Rémi Rioux, qui est donc le directeur général du groupe AFD. Et je rappelle que c'est notre commission qui avait examiné et adopté le 4 août 2021 la grande loi qui a profondément renouvelé notre conception de l'aide publique au développement. Donc il est dans notre mission d'examiner ce qu'on appelle un COM, donc un contrat d'objectifs et de moyens, à la fois celui du groupe AFD et celui de sa filiale Expertise France. Le projet de contrat d'objectifs et de moyens d'Expertise France pour la période 2024-2026 nous avait été transmis, vous vous en rappelez peut-être, en mai dernier. L'interruption de nos travaux, pour des raisons qui ne sont pas de notre volonté, ne nous a pas permis de mener nos auditions avant la semaine dernière. Nous avons donc auditionné la semaine dernière, tour à tour, le directeur général d'Expertise France, des représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et des membres de la Direction générale du Trésor. Alors, il est essentiel pour bien comprendre ce COM d'avoir en tête la profonde transformation qu'a connue la politique française de coopération internationale au cours des années, disons, récentes. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être, d'autres non, qu'il y avait avant des coopérants qui étaient sous la supervision du ministère de la Coopération. Ce ministère a été abrogé en 1998 et absorbé par le ministère des Affaires étrangères. On est passé de 30 000 coopérants en 1980 à que 4 000 en 1998, puis à 500 en 2015, qui étaient répartis dans des opérateurs liés aux différents ministères. Pour enrayer ce déclin, il avait été décidé en 2014 de créer un opérateur unique, qui s'appelait à l'époque donc l'Agence française d'expertise technique internationale, et 6 petits organismes de coopération avaient été fusionnés au sein de cette nouvelle entité. Une deuxième étape a été marquée par cette loi que nous avons examinée du 4 août 2021, que je mentionnais à l'instant. Elle a créé l'agence qui est maintenant au sein du groupe AFD, qui est sous la forme d'une filiale, détenue donc à 100% et qui s'appelle maintenant donc Expertise France. La loi de 2021 a également précisé les missions de cette agence d'Expertise France, et donc elle est chargée de la promotion de l'assistance technique de l'expertise internationale publique française à l'étranger sur financement, tant bilatéraux que multilatéraux. Expertise France met ainsi en œuvre des projets de coopération internationale centrés sur le transfert de savoir-faire de différents domaines de politique publique. Pour remplir ces missions, l'agence dispose aujourd'hui de plus de 700 personnes qui sont donc en son siège et le double qui sont sur le terrain, dont 277 experts techniques internationaux, les fameux ETI. Ces derniers, qui ont généralement un statut de fonctionnaire mais pas toujours, de magistrat parfois, remplissent pour une durée limitée une fonction d'appui technique, de conseil, souvent au sein d'administrations dans des États qui sont partenaires. Je laisse Madame Hamelé continuer si elle le souhaite. Je ne sais pas si elle est connectée. Si, alors Madame Hamelé, je vous en prie. Mais nous ne la voyons pas. Sinon, je continue. Les aléas du direct.
Donc, Madame Hamlet, vous êtes invitée à mettre votre micro et votre caméra. Il est Voilà. remis. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien et vous avez la parole. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Merci de m'accueillir de façon indirecte. Je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous. J'ai malheureusement un traitement qui m'oblige à me rendre à l'oncopole tous les jours pendant encore 10 jours. Donc, avec un peu de chance, dans 2 semaines, je serai parmi vous. Voilà. Donc, merci à vous, Président, d'avoir permis cette intervention à distance. Et pendant que j'ai la parole, j'aurais souhaité également remercier le personnel de l'Assemblée et tout particulièrement Monsieur Legrain. J'ai eu l'occasion de faire déjà plusieurs rapports avec lui. Ça s'est toujours très bien passé. Et j'avoue que là, c'était dans des circonstances particulières puisque le délai était très court. Il a été très court pour nous tous. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Legrain, pour votre disponibilité le soir, le dimanche, tout le temps. Merci. Voilà. Je vous laisse la parole. C'est à vous, en fait, Madame Hamlet. C'est à moi, Oui, si vous voulez enchaîner après les propos d'Éléonore Carrois, vous avez la parole. D'accord. Parce que j'ai pas entendu les propos d'Éléonore. C'est pour ça, j'ai pas. D'accord. Donc, Éléonore a commencé la présentation? Oui. D'accord, très bien. Ah, oui, je n'avais pas entendu. Alors, moi, je vais donc continuer à propos de l'activité d'Expertise France, donc qui repose sur un modèle qui est original. Pour financer ces projets, elle mobilise des fonds, soit auprès de bailleurs français, comme l'Agence française du développement et les différents ministères, dans un pourcentage qui est à peu près de 25% pour l'AFD et 25% pour les ministères, ou auprès d'un bailleur international, qui est en général l'Union européenne, donc pour 50%. L'agence est créditée à la gestion déléguée de fonds européens. Les financements de l'Union européenne, donc je l'ai dit, représentent 50%. S'agissant des projets réalisés à la demande de l'État sur financement européen, un fonds de soutien financé également par l'État permet de combler ce qui manque pour que ces projets soient équilibrés. Expertise France intervient dans des domaines diversifiés. En premier lieu, la paix, la stabilité et la sécurité, mais aussi la santé, ou encore la gouvernance, le développement durable, etc. Depuis une dizaine d'années, l'activité de l'agence a quadruplé. Expertise France a connu en particulier une croissance de 43% de son chiffre d'affaires entre 2020 et 2022. En 2023, celui-ci s'est élevé à près de 390 millions d'euros. Expertise France se classe désormais au 2e rang des agences européennes, bien loin quand même derrière l'agence allemande. Donc, cette mission de service public, pour cette mission, Expertise France est placée bien évidemment sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi du ministère de l'Économie et des Finances. C'est à ce titre que tous les 3 ans, un contrat d'objectifs et de moyens, comme celui que nous avons en ce moment, est conclu avec l'État. Le projet de com qui nous a été transmis porte sur la période 2024-2026. Il fuite un précédent contrat qui portait sur la période 2020-2022. Donc, il s'articule autour de 3 grandes priorités. La première, qui consistera pour l'agence à se mettre au service de la politique française d'investissement solidaire et durable. Nouveau nom de la politique d'aide publique au développement. Concrètement, l'action d'Expertise France devra se conformer aux finalités de la politique de l'aide publique au développement, telles qu'elles ressortent de la loi de programmation, la loi du 4 août 2021. Et elle contribuera à la poursuite des objectifs de développement durable, à la lutte contre la pauvreté et à la préservation des biens publics mondiaux. La deuxième priorité pour Expertise France résidera dans l'engagement d'un processus de transformation visant à moderniser son organisation et à conforter son modèle économique. Le COM l'invite à accélérer sa transformation interne, à se structurer encore davantage, à décentraliser et à déconcentrer son activité, à rendre plus visibles les résultats de son action grâce à une communication renforcée. La troisième priorité sera pour Expertise France de se donner des moyens financiers, des moyens de poursuivre la croissance de son activité.
Il lui est demandé notamment d'arriver à mobiliser 1,3 milliard d'euros de crédits européens sur la période 2024-2026. Ces 3 grands axes doivent permettre à Expertise France d'atteindre une cible de chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si Éléonore l'a souligné, mais ce terme chiffre d'affaires nous gêne profondément. Je trouve le terme vraiment mal approprié. C'est celui d'Expertise France, donc on l'a laissé comme ça. Mais bon, ça me semble discutable. Donc, ce chiffre d'affaires fixé par le COM à 737,8 millions d'euros en 2026 et de pérenniser son modèle économique. Les 3 grandes priorités du COM sont déclinées en 18 objectifs et 23 indicateurs. Vous les avez eus dans le rapport. Je ne vais pas les détailler davantage, sinon il faudrait y passer la matinée. Voilà pour la première partie que je devais vous présenter, partie factuelle. Maintenant, je vais redonner la parole à ma collègue. Merci beaucoup et merci à vous pour votre patience. Ce n'est pas toujours évident, mais je suis très heureuse qu'on puisse faire cette présentation en format hybride, ce qui prouve que notre commission peut aussi évoluer dans ses modes de fonctionnement. Donc moi, je vais maintenant venir à l'analyse à proprement parler du COM. Donc l'analyse du nouveau cadre qui nous a été présenté nous a conduit à dégager 3 grandes caractéristiques que nous aimerions vous exposer ce matin. La première, c'est que nous constatons que ce contrat d'objectifs et de moyens s'inscrit dans la ligne de ce qui avait été fait auparavant, donc du précédent COM, et aussi dans la ligne de la réforme de 2021. Il propose de poursuivre plusieurs politiques structurantes qui avaient été engagées lors du précédent COM, telles que la montée en puissance des ETI dont nous vous parlions à l'instant, ces fameux experts techniques internationaux. Et ce COM parachève par ailleurs l'intégration d'Expertise France au sein du groupe AFD. Donc des synergies sont recherchées entre les différentes entités du groupe, ce qui nous semble être une bonne chose. Deuxièmement, ce COM prend en compte les orientations politiques qui avaient été fixées, vous vous en souviendrez, nous en avions parlé dans cette commission, par le Conseil présidentiel du développement et le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le fameux CICID. Je rappelle que ces instances ont acté des évolutions importantes avec la fixation d'une nouvelle liste d'objectifs prioritaires et la suppression de la liste des 19 pays prioritaires de l'APD. Enfin, troisièmement, le COM intègre des nouveaux développements géopolitiques majeurs qui sont intervenus depuis le précédent COM. Il y a des références importantes à l'Ukraine, ça ne vous surprendra pas, mais aussi au Liban, au territoire palestinien, à l'Irak, encore aux pays du nord-est syrien, au Yémen aussi, où la fourniture de services essentiels à la population est désignée comme étant prioritaire. Ces axes sont clairs et cohérents et méritent, à notre avis, d'être salués. Nous avons néanmoins souhaité attirer votre attention sur un certain nombre de points de vigilance. Ma co-rapporteure Marine Hamlet et moi partageons certains points et divergeons sur d'autres, cela ne vous surprendra pas. Nous déplorons l'une et l'autre l'insuffisance d'association du Parlement à la conception de la politique d'aide au développement. Vous vous en souviendrez, ce COM ne nous a été transmis qu'en mai 2024, alors qu'il s'agit d'un COM justement pour la période qui va de 2024 à 2026. Ce qui veut dire en réalité que quand nous avons reçu le projet de contrat d'objectifs et de moyens, 6 mois sur la période que nous devions examiner étaient déjà écoulés. Ça ne nous paraît pas normal. Surtout que nous n'avons pas reçu le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD, alors qu'il aurait été particulièrement judicieux de pouvoir examiner les 2 COM ensemble. À tout ceci s'ajoutent d'autres éléments décrits dans le rapport, dont l'absence de mise en place à ce jour de la commission d'évaluation de l'APD. Vous vous souvenez, nous avions déposé une PPL dans ce sens, dont le législateur avait décidé la création en 2021, et c'était notre ancien président de commission, Jean-Louis Bourlange, qui était monté au créneau sur ce sujet, à juste titre, à mon sens. Nous invitons, et c'est un autre point important, à préserver la délimitation des compétences avec Civipol, qui est donc un opérateur du ministère de l'Intérieur qui fournit une expertise internationale en matière de sécurité. Parce qu'on peut avoir l'impression, en lisant le COM, que les compétences d'Expertise France et celles de Civipol en matière de sécurité se chevauchent, ce qui est dommage. Et il conviendra d'être vigilant à ce que les arbitrages interministériels rendus à ce sujet en 2018 et en 2019 soient respectés. Par ailleurs, et tenant compte de l'importance des sommes mobilisées et de l'impact fortement politique des activités menées par Expertise France, notamment en matière de sécurité, je viens de le rappeler, nous recommandons de veiller à maintenir un pilotage fort de l'État sur cet opérateur et sur le groupe AFD en général, conformément au choix qui avait été fait par le législateur lors de la loi du 4 août 2021. J'insisterai en outre, en mon nom propre cette fois-ci, sur 3 petits points d'attention.
Tout d'abord, je suis un peu perplexe, moi, pour vous parler sincèrement, devant la multiplicité des objectifs qui ont été assignés à Expertise France et plus généralement au groupe APD. On voit les objectifs prioritaires, il y a un peu une liste à la Prévert et il me semble que le COM aurait gagné à mieux faire ressortir les priorités prioritaires, si vous me passez l'expression. Parce qu'à force d'avoir trop de priorités, on a du mal à comprendre quelles sont véritablement les orientations politiques qui vont être menées. Et ça risque une certaine dispersion et je trouve que c'est dommage. En second lieu, et compte tenu du contexte d'incertitude budgétaire que nous connaissons et de l'éventuelle réduction de la commande publique adressée à Expertise France, j'inviterai cette agence à réfléchir au développement de nouvelles sources de financement pour pouvoir maintenir ces projets en cours. Et d'ailleurs, j'invite tous les parlementaires que nous sommes ici à la Commission des Affaires étrangères à nous battre pour que les budgets attribués à l'aide publique au développement puissent être maintenus, en tout cas que nous puissions honorer les engagements qui ont été pris en vertu de ce COM et de nos précédents engagements. Enfin, il me semble qu'Expertise France est une agence qui reste trop peu connue de manière générale par nos concitoyens, par les parlementaires, enfin. Et je pense qu'elle gagnerait à améliorer sa communication et à rendre plus visible son action qui a un véritable impact à l'international. Ceci permettrait notamment de sensibiliser davantage les parlementaires des missions qu'elle accomplit et de montrer, ce faisant, l'utilité et le bien fondé du budget de l'aide publique au développement que je vous appelle, chers collègues, encore une fois, à défendre. Et je laisse maintenant ma collègue terminer avec ses recommandations en nom propre. Je vous remercie, Madame Carrois. Alors, je ne vais pas revenir sur les points d'intention que nous partageons, concernant notamment le respect des droits du Parlement, la répartition des compétences avec Civipol, l'importance d'un pilotage fort par l'État, ou encore la nécessité de donner toute sa place à l'évaluation. Évaluation non seulement des objectifs et des projets, mais aussi évaluation des bénéfices apportés par cette politique en regard de ses coûts pour l'État. Je déplore également la transmission tardive de ce COM, surtout aujourd'hui avec cette dissolution, avec ce changement de gouvernement. On va avoir un ministre des Affaires étrangères bientôt, j'espère, qui va reprendre, qui va être obligé de reprendre ces projets que nous avons, et je trouve que c'est pas normal. On nous demande de suivre ce dossier dans l'urgence, alors que beaucoup de temps a été pris pour nous transmettre ce COM. Voilà, ça c'est le petit point que je voulais ajouter. Ensuite, concernant le modèle économique et financier d'Expertise France, je remarque que l'agence, même si elle ne reçoit pas de subventions de fonctionnement, est très dépendante du soutien financier de l'État pour parvenir à son équilibre. Son activité pèse donc sur nos comptes publics, ne serait-ce que pour la commande publique ou le financement des experts internationaux, des experts techniques qui sont dans les pays. Même les financements européens doivent être complétés par le fonds de soutien de l'État pour que les projets en cause soient équilibrés financièrement. Et ce fonds de soutien se double désormais d'un fonds de cofinancement par lequel la France, en fait, abonde des projets financés par l'Union européenne. Donc, je considère que c'est une forme de dérive, et une dérive qui est inquiétante. Alors, excusez-moi, parce que j'ai tout sur ma tablette et mon texte, voilà. Mes notes viennent de sauter. Je suis désolée, c'est les aléas de la transmission, j'ai pas mes papiers. Alors, voilà. Voilà, j'y reviens. Donc, dérive inquiétante sur le financement de nos finances publiques, surtout aujourd'hui. On va le voir dans quelques jours, j'espère, avec l'étude du budget. Je pense qu'il faut remettre ce point, il faut le souligner et que ça soit transmis. Ensuite, sur le contenu en lui-même du COM et sur la nature des objectifs fixés, on a des priorités qui n'ont pas été revues en fait depuis le sommet de La Valette de 2015. Donc, c'est des priorités qui me semblent obsolètes, notamment quant à l'étude des migrations. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que le problème des flux migratoires qui déstabilise à la fois les pays d'accueil dont nous sommes et les pays de départ est un problème particulièrement important. Et donc, ces priorités, aujourd'hui, on voit qu'on met sur un point d'égalité la promotion de l'égalité des genres et le problème des migrations.
Donc ça, c'était le deuxième point que je souhaitais aborder. Et ensuite, je pense que les bénéfices apportés à notre pays par cette activité d'Expertise France sont très largement sujets à débat. Les bénéfices en termes d'image, en termes d'influence de la France dans le monde, et notamment en Afrique. Il faut quand même savoir que ça représente nos études en Afrique, nos missions en Afrique représentent 60% de l'activité. Et on peut déplorer qu'actuellement en Afrique, dans beaucoup de pays, mais notamment dans des pays dans lesquels nous intervenons, comme le Niger ou le Mali, il y a un sentiment anti-français qui croisse, et donc on peut s'interroger sur l'utilité finalement de notre aide là-bas et sur les retours en fait pour l'image de la France. Voilà, donc en quelques mots, les petites différences peut-être, surtout la dernière, qui peuvent exister avec ma collègue Éléonore Carrois. Maintenant, nous allons vous laisser poser des questions, revenir peut-être en détail sur certains points. Et puis, nous sommes donc, je suis avec Éléonore, bien sûr, à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs, et je crois que tout le monde ici partagera la recommandation que vous faites d'une plus grande association avec le Parlement, que ce soit en matière de délai de transmission des COM, ou encore sur ce sujet plus spécifique, la création, attendue depuis longtemps par cette commission, de la commission d'évaluation de l'AFD. Je vous informe que j'écris aujourd'hui au Premier ministre pour lui demander qu'il puisse prendre sans délai le décret permettant la mise en œuvre de cette commission d'évaluation de l'AFD créée par la proposition de loi examinée il y a à peu près 6 mois. Je passe désormais la parole aux orateurs des groupes, en commençant par le Rassemblement national avec M. Guillaume Bigot. Les avantages d'être novice. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous sommes donc invités à examiner le contrat d'objectifs et de moyens d'Expertise France, qui prévoit donc, comme ça vous a été précisé, une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans, ce qui induit bien sûr une augmentation des dépenses publiques de la France. Or, chacun sait dans quelle situation financière inédite et inquiétante se trouve notre pays, même le gouvernement démissionnaire, qui apparemment prévoyait de réduire déjà de 18% les budgets alloués à l'aide publique au développement. Premier constat donc, ce contrat d'objectifs et de moyens n'est pas de saison, nous n'avons plus les moyens de réparer tous les malheurs du monde. Deuxième constat, Expertise France entend capter de plus en plus de projets européens, donc financés par Bruxelles. Alors ça semble alléger le contribuable. Bien que nos impôts financent déjà généreusement le budget européen à travers la contribution nette de la France, et comme notre collègue Mme Alette nous l'a signalé, il y a aussi des deltas que les nouveaux fonds de cofinancement viennent abonder. Et je pense que une telle stratégie comporte d'autres risques. Premier risque, alors que la moitié déjà des activités d'Expertise France s'effectuent pour le compte de l'Union européenne, cet organisme français n'est-il pas en train de se transformer en simple prestataire de services de Bruxelles ? Souvenons-nous de l'adage, les payeurs sont toujours les décideurs. Et interrogeons-nous sur le risque de faire passer de facto le pilotage d'Expertise France sous l'égide de l'Union européenne. Autre danger, invisibiliser encore davantage l'aide publique au développement française, déjà éclipsée auprès des gouvernements et des populations par l'APD européenne. Véritable machin technocratique qui n'a jamais su gagner les cœurs. Enfin et très rapidement, troisième et dernier sujet, au-delà du contrat d'objectifs et de moyens qui nous est soumis, interrogeons-nous, ça a déjà été fait par les rapporteurs, sur la possibilité même d'examiner l'opportunité de 380 projets menés dans 140 pays. Des projets aussi divers que l'aide à la sortie du charbon, l'amélioration de la gouvernance financière, la protection de la faune, le développement de l'accès aux soins ou la promotion de l'égalité homme-femme. Pour reprendre la juste expression de notre collègue Carrois, une liste à la Prévert, en effet, de projets qui poursuivent des buts aussi universels qu'incontestables. Et au-delà de l'éparpillement géographique et thématique qui rend le contrôle démocratique de notre Assemblée techniquement délicat, pour user d'un euphémisme, personne n'entend questionner des objectifs aussi légitimes et incontestables par nature. Le problème me semble donc ailleurs. Ce contrat d'objectifs et de moyens sert-il la France et les Français ?
Poursuivre des objectifs aussi vastes que faire reculer la pauvreté à l'échelle mondiale sert-il la cause de l'aide publique au développement et la coopération Nord-Sud, à laquelle notre pays est attaché depuis le début de la Ve République? J'ai pour ma part de sérieuses raisons d'en douter, non par égoïsme, Merci. loin s'en faut, mais parce que cette Merci, logique cher multilatérale et presque démiurgique fait trop peu de place au consentement éclairé de nos concitoyens, mais aussi des peuples et des pays Merci aidés. de conclure, Cheval. C'est fait. Mesdames les rapporteurs. Peut-être, Madame Amelé, Je vais allez-y. Non, parce que moi, à votre question, Monsieur Bigot, non. Non, effectivement, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Donc, vous disiez, oui, il faut changer ce fonctionnement parce que non, ça ne met pas suffisamment en valeur la France. Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être prendre la parole parce qu'évidemment, j'ai une vue qui est radicalement différente. Moi, j'insisterai simplement, vu que vous parlez du financement de Expertise France, sur le fait qu'aujourd'hui, donc 50% du volume d'activité d'Expertise France est financé par des fonds de l'Union européenne, et sur le fait que Expertise France est parfaitement à l'équilibre sur les projets financés par la commande publique française. Je vous invite d'ailleurs à regarder dans le COM la rigueur budgétaire dont il est question, et vous dire ensuite sur un plan peut-être plus politique l'importance qu'ont ces fonds financés et l'impact qu'ils peuvent avoir non seulement sur les populations concernées, mais in fine aussi sur notre pays, sur des entreprises françaises par l'intermédiaire de l'intégration d'Expertise France avec le groupe Proparco, comme c'est souvent le cas, ou d'autres filiales de l'AFD, et même généralement dans nos rapports avec les pays dans lesquels nous intervenons. Donc je reste sur ma position qui est vraiment radicalement opposée à la vôtre et qui est très claire, qui est qu'au contraire, il faut préserver ces budgets d'aide publique au développement et qu'ils ont un impact extrêmement bénéfique, non seulement pour les pays dans lesquels nous intervenons, mais aussi pour notre pays. Merci, mesdames les rapporteurs. Pour le groupe Ensemble pour la République. Pour le groupe La France... Micro. Merci aux deux rapporteurs. J'avais une question sur l'évaluation de l'impact d'Expertise France pour les entreprises françaises et européennes. On a souvent fait le reproche à l'AFD, de manière peut-être un peu caricaturale, parfois d'avoir des appels d'offres qui profitaient finalement plus aux entreprises chinoises qu'aux entreprises françaises. Est-ce que c'est un reproche qui est avéré ou non? Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je comprends que les équivalents d'Expertise France ou de l'AFD allemands, japonais associent, mais beaucoup mieux leurs entreprises nationales dans les aides au développement, dans les appels, pas tellement dans les appels d'offres, mais également dans les projets, dans les mises en œuvre de projets. Donc, c'est aussi une autre forme de rayonnement économique, tout en contribuant aussi à l'exportation des savoir-faire et des contrats pour les entreprises françaises. Merci pour ces précisions. Mesdames les rapporteurs. Merci pour votre question, mais peut-être dans la continuité de ce que je disais à l'instant, depuis donc la loi du 4 août 2021 et l'intégration d'Expertise France au sein du groupe AFD, il y a des efforts qui ont été faits pour véritablement agir dans ce qui est appelé communément l'équipe France, c'est-à-dire une véritable intégration entre les différentes filiales du groupe AFD, mais aussi d'autres agents français, que ce soit les postes diplomatiques avec les services économiques des différents postes, parfois aussi Business France et les différents opérateurs, pour qu'il y ait justement une forme de convergence. Donc il y a ce dialogue qui est établi, c'est d'ailleurs une des questions que nous avions posées à M. Pelé lors de son intervention. Et sur ce que vous disiez à propos de la GIZ, notamment, qui est l'équivalent allemand d'Expertise France, il est vrai que les volumes sont incomparables en réalité et que l'intégration est plus forte. Mais aujourd'hui, nous venons en deuxième position en termes justement d'expertise à l'international. Donc on voit qu'il y a une amélioration par rapport au COM précédent, et c'est dans la trajectoire et dans les objectifs d'amélioration inscrits dans ce COM, et nous serons particulièrement attentifs à la mise en place justement de ces objectifs. Merci beaucoup. Madame Amelé, vous voulez compléter? Oui, je vais ajouter quelque chose. Oui, là, vous mettez le doigt sur une des failles, effectivement, de ce système, parce que il semblerait normal que dans la mesure où nous fournissons à un pays une étude qui est totalement gratuite pour lui, on puisse derrière pouvoir faire profiter nos entreprises françaises sur place de ces marchés. Alors, c'est vrai que la question, quand nous l'avons posée à M. Pelé, le directeur d'Expertise France, il nous a répondu qu'en fait, c'était aussi un problème de commande publique, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas agir sur la commande des pays dans lesquels
nous allons faire ces expertises. Mais bon, voilà, moi, je trouve l'argument pas forcément juste, et je pense qu'il faudrait effectivement faire en sorte que chaque expertise faite par la France pour ces pays puisse profiter à nos entreprises implantées sur place. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Pierre-Yves Cadalin. Président, collègue rapporteur, président, ou devrais-je dire ministre, même si ce n'est pas à vous, mais à Emmanuel Macron que nous devons que notre séance soit présidée par un ministre démissionnaire, la situation n'en est pas moins baroque. Le rapport que nous examinons est consacré au contrat d'objectifs et de moyens entre l'agence Expertise France, financée à 21% par les ministères et à 51% par l'Union européenne, et l'État. Pour en discuter, nous parlons sous la présidence du ministre démissionnaire et délégué chargé de l'Europe. Cette situation est d'autant plus ironique que le présent rapport plaide pour une association plus forte du Parlement de la part du gouvernement, ce que nous partageons. Nous sommes aujourd'hui dans une situation ubuesque car le budget ne nous a pas encore été présenté, ni la démocratie ni le Parlement n'ont été respectés depuis le 7 juillet. Peut-être l'Élysée pourrait-il solliciter, au lieu des services de McKinsey, ceux d'Expertise France dont le 6e objectif prévoit de, je cite, renforcer la gouvernance démocratique, économique et financière, que nous puissions commencer par appliquer nos conseils à nous-mêmes. Pour ce budget, Bruno Le Maire a indiqué lundi que la réduction de l'aide publique au développement était l'une des pistes pour réduire le déficit. Le rapport note la contradiction entre cette baisse envisagée et les prévisions d'une hausse de l'activité d'Expertise France. Faire plus avec moins est en effet impossible. Une telle baisse serait délétère pour l'aide publique au développement et pour les agents qui en dépendent. Dans ce rapport, la baisse des dépenses publiques est présentée comme une fatalité et non comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une décision politique. C'est pourquoi il préconise la mobilisation d'autres sources de financement, notamment en faisant appel à d'autres États. C'est une imagination débordante, sans limite, qui est ici mobilisée pour ne pas faire appel à la justice fiscale et au partage des richesses en France. Nous rappelons notre résolution à appliquer l'objectif déterminé par les Nations Unies, celui d'une contribution de la France à hauteur de 0,7% de son revenu national brut. Notre perspective internationaliste conduit à ne pas négliger, face aux défis planétaires, et contrairement au Rassemblement national d'ailleurs, que j'ai entendu ce matin, la question de la coopération internationale. Pour la France, la coopération a longtemps permis de connaître mieux des sociétés où progressent aujourd'hui d'autres initiatives diplomatiques. Elle est décisive pour le développement d'une culture de la paix. 3 questions pour finir. Avez-vous davantage d'informations sur les baisses de dépenses prévues dans le prochain budget ? Les sources alternatives de financement que vous préconisez de mobiliser sont-elles uniquement publiques ou envisagez-vous qu'elles soient privées ? Enfin, pour doter, comme vous en regrettez l'absence, le pays d'une stratégie internationale claire, seriez-vous d'accord avec notre groupe pour accroître la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur l'AFD ? Merci. Mesdames les rapporteurs. Alors, je vais commencer à répondre. Pour votre dernière question, accroître la tutelle, non, bien évidemment. Ensuite, vous parlez de baisse. Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations concernant ces baisses. En tout cas, à titre personnel, je n'en ai pas. Peut-être Madame Carban en a-t-elle. Pas d'informations, mais vous parlez de culture de la paix, mais culture de la paix, on voit très bien que dans des pays que nous avons aidés, dans lesquels nous avons fait ces expertises, il n'y a pas plus la paix pour autant. On voit très bien en Niger, par exemple. Donc, si vous voulez, non, ce n'est pas la culture de la paix forcément. Tout dépend des expertises qui y sont menées, justement. Ensuite, vous parlez de cette baisse de l'aide publique. Elle paraît assez logique parce qu'il y aura des coupes budgétaires pour tout le monde, pour tous les Français. Donc, il est bien normal que nos aides aussi suivent derrière à l'étranger. On ne peut pas demander des efforts aux Français et ne pas derrière en obtenir en baissant les budgets pour l'aide à l'étranger. Donc, ça me paraît tout à fait logique. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Je vous laisse la parole, Madame. Je vais compléter parce qu'une fois de plus, on a des visions radicalement opposées avec le Rassemblement national. Sur toute la première partie de votre intervention, qui était davantage un plaidoyer politique qu'une question, je ne ferai pas de commentaires. En revanche, sur vos 3 questions... Oui, mais en l'occurrence, on est en train d'examiner un contrat d'objectifs et de moyens. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réussisse à nous prononcer dans les délais. Et comme je le disais, je regrette que ces délais soient si contraints. Vous posiez une question sur le financement d'Expertise France auprès d'autres États.
C'est quelque chose qui se fait déjà et plusieurs pays le souhaitent. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous a été présenté par le directeur général d'Expertise France. Donc, je considère que ça peut compléter évidemment un financement qui, comme je le disais, doit être maintenu. Sur les crédits qui seront alloués, que je sache, nous allons voter les budgets tous ensemble, parlementaires que nous sommes, dans les prochaines semaines. Donc il sera justement, comme je vous y ai invité, de notre responsabilité en tant que commissaire de la Commission des Affaires étrangères que de nous assurer que les coupes éventuelles sur le budget de l'APD n'aient pas lieu. En tout cas, moi, c'est la position que je défends, c'est de maintenir un financement important de l'aide publique au développement. Et vous aviez une troisième question, mais je ne sais plus laquelle. Ah oui, sur la tutelle du MEAE. Aujourd'hui, il y a une situation qui est d'une double tutelle de Bercy et du MEAE. Pour avoir été au conseil d'administration de l'AFD, avoir interagi, je pense que ça marche relativement bien, mais je ne suis pas, pour ma part, et là je vous dis à titre personnel, défavorable, encore une fois, à une clarification de la part des différents ministères. Mais c'est un sujet qui pourrait éventuellement être évoqué ou une recommandation ajoutée. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste apparenté, Alain David. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les co-rapporteurs, mes chers collègues. Comme cela a été rappelé, ce contrat d'objectifs et de moyens est avant tout la poursuite du processus d'intégration d'Expertise France à l'Agence française de développement. La loi de programmation relative au développement solidaire de 2021 avait fait de cette évolution de statut l'une de ses lignes de force et il conviendrait d'évaluer cette filialisation 2 ans et demi après sa mise en œuvre. Vous le soulignez, mesdames, le COM affiche un objectif de progression du chiffre d'affaires pour atteindre 538 millions d'euros en 2026 et asseoir la position d'Expertise France comme deuxième agence de coopération technique dans le monde. Pourtant, même sur cette trajectoire ambitieuse, l'écart avec son homologue allemande resterait abyssal puisque l'opérateur allemand réalise près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 4 milliards 537 millions. On voit quand même une différence très importante. Je m'interroge donc sur l'optimisme de cette trajectoire, sachant que les soubresauts géopolitiques impactent aujourd'hui les pays du Sahel, par exemple, frappés ces derniers mois par des coups d'État, le Mali, le Niger, le Burkina. Le sentiment anti-français s'affirme malheureusement un peu partout. Au Proche-Orient, de nombreux projets sont hélas à l'arrêt. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malgré vos incantations, je fais remarquer quand même au groupe Renaissance que ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Et que 7 ans, c'est long et ça leur aurait permis de redresser la barre, d'apporter des améliorations. Et aujourd'hui, j'entends bien ces incantations, c'est la danse de la pluie, mais je pense qu'ils auraient pu être beaucoup plus efficaces sur les années précédentes. Ceci dit, en tout état de cause, notre commission sera particulièrement vigilante dans les prochains mois pour cet outil majeur du développement pour le rayonnement de la France et le rayonnement de notre pays dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Mesdames les rapporteurs. Vous voulez que je commence? Comme vous le souhaitez. Allez-y, Madame Hamlett. Vous voulez, si vous voulez, merci. Écoutez, oui, je suis d'accord avec vous. On partage une partie de l'analyse, notamment sur le sentiment anti-français qui se développe, on l'a vu. Également sur le fait que le gouvernement actuel, enfin la majorité actuelle, pendant 7 ans, effectivement, n'a rien fait. Parce qu'on s'aperçoit quand même que, je l'ai dit tout à l'heure, le système ne fonctionne pas. Et puis, alors on a reçu, je ne sais pas si ça vous a été transmis après, mais la liste des projets qui ont eu lieu et la liste des projets à venir. Je ne sais pas, Monsieur Legrand, si ça a été transmis également aux membres du groupe. Non, mais on pourra vous le transmettre visiblement. Voilà, parce que bon, je l'ai regardé avec attention et on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui sont... j'ai vu notamment Laboratoire des droits des femmes en ligne. Alors, défense des droits des femmes, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais en ligne, dans des pays africains
dans lesquels ils peinent à avoir l'électricité, pour beaucoup d'ailleurs n'ont même pas l'électricité, si vous voulez, on a l'impression que dans les objectifs passés, parce que c'est les objectifs passés là, on a des choses qui ne correspondent pas en fait à la réalité du terrain. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faudrait davantage de remontée de la population locale, du terrain, plutôt que des actions sur les gouvernants. C'est des choix qui ont été mauvais, qui ont été faits jusqu'à présent et qu'il faudrait changer. Et voilà. Merci, Madame Hamlet. Alors moi, je compléterai simplement en rappelant que c'est au moment de la présidence socialiste que l'Expertise France a été le plus bas et le plus dépouillé de ses moyens, que depuis, il y a eu une progression qui s'est faite et que certes, si on compare avec l'opérateur allemand, ce sont des niveaux... Absolument, absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours facile de regarder le passé et de dire on pourrait faire mieux ou de se comparer avec les Allemands. En l'occurrence, cela fait 7 ans qu'il y a une augmentation des moyens d'Expertise France. Et que donc, je pense qu'il faut, au-delà de vous parliez d'incantation, au-delà des incantations ou de la recherche de responsabilité politique, s'atteler en tant que Parlement, en tant que Commission des Affaires étrangères, déjà à ce que les finances publiques reflètent cette volonté de continuer à investir dans l'aide publique au développement, et ça, c'est quelque chose que nous pouvons et, à mon sens, devons faire. Et ensuite, regarder très attentivement, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, quels sont les projets qui sont mis en œuvre, quel est l'impact social des projets, parce que je pense que tous les projets ne se valent pas et que l'agence gagnerait à avoir davantage de cohérence et des projets qui soient davantage convergents. Ça nous permettrait d'avoir une force de frappe augmentée avec des moyens qui sont contraints. Merci beaucoup pour la droite républicaine. Michel Herbillon. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite d'abord remercier nos collègues Éléonore Carrois et Marine Hamlet. J'en profite pour souhaiter bon courage à notre collègue Marine Hamlet dans l'épreuve qu'elle subit. Et je voulais vous remercier toutes les deux pour le rapport que vous nous présentez aujourd'hui concernant le projet de com entre l'État et Expertise France pour la période 2024-2026 et qui vient très justement souligner un certain nombre de difficultés quant à l'action, quant à l'encadrement et quant au contrôle d'Expertise France. Sur la forme, vous déplorez à juste titre un respect insuffisant du Parlement. Vous avez, ma chère collègue, le sens de l'euphémisme concernant le respect insuffisant du Parlement concernant le contrôle de l'aide publique au développement. En l'espèce, vous indiquez que ce COM n'a été transmis que fin mai pour une application rétroactive au 1er janvier 2024, ce qui démontre à tout le moins, comme d'habitude, une sorte de mépris quant à l'avis du Parlement en amont de la signature de ce contrat. De la même manière, il aurait été utile que nous puissions étudier le COM du groupe AFD en même temps, mais comme vous le mentionnez, rien n'annonce sa communication prochaine. Cette situation, hélas, n'est pas nouvelle. Nous l'avons dénoncée à de nombreuses reprises dans cette commission. Et l'ancien président, votre prédécesseur, Jean-Louis Bourlanges, l'a fait plus souvent qu'à son tour. Mais on va arrêter de se déplorer cela. Il faut que ça change, parce que cette situation n'est pas admissible. Et je forme vraiment l'espoir que, suite à la promulgation de la loi du 5 avril dernier, relative à la mise en place de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, cette dernière nous permettra enfin d'évaluer la politique menée par la France à la matière. Et je veux saluer, évidemment, je l'ai dit, l'action du président Bourlanges d'avoir porté cette proposition de loi que le groupe républicain avait co-signée et que notre Assemblée a voté à l'unanimité afin tout simplement de faire respecter les prérogatives du Parlement. Sur le fond, et malgré les outils mis en place, il demeure difficile d'évaluer convenablement l'action d'Expertise France, tant sur la qualité et l'efficacité des projets menés que sur les résultats pour mesurer l'influence de la France dans le monde. Enfin, je voudrais terminer sur un point qui est capital, parce que ce COM ne tient pas compte de la périlleuse situation budgétaire dans laquelle se trouve notre pays. Alors que le budget de l'APD pourrait connaître l'année prochaine une diminution de 18%, d'après le tableau des synthèses de plafond de dépenses transmis, chers collègues Éléonore Carrois, par le Premier ministre que vous souteniez, il est regrettable que vous n'ayez pas été mieux entendu. Et donc on ne peut pas mesurer l'action
d'Expertise France dans le contexte budgétaire que nous sommes et alors qu'on ne connaît pas les actions et les priorités du nouveau gouvernement. Mesdames les rapporteurs. Donc, simplement, Monsieur le Président, pardonnez-moi, en fonction de cela, le groupe de la droite républicaine votera la publication de ce rapport, mais ne partage pas, pour les raisons que j'ai indiquées, le contenu. Mesdames les rapporteurs. Merci, chers collègues. Je vous rejoins sur la question de la procédure. Il est effectivement très difficile, et comme vous l'imaginez, ça a été très difficile pour ma collègue et moi-même et pour les administrateurs de notre commission de se prononcer sur un COM alors même qu'il intervient à une période, disons, un peu en dissonance par rapport au calendrier de l'examen budgétaire. Nous allons, je pense, être diligents, rendre notre rapport, si vous nous permettez la publication de ce rapport, mais il est bien indiqué dans ce rapport que nous regrettons d'une part la transmission tardive du COM et d'autre part la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Donc je ne peux que partager ces remarques qui sont d'ailleurs bien reflétées dans notre rapport dont je vous invite tous à voter pour la publication. Merci beaucoup. Madame Hamlet, des compléments? Simplement, je partage également la position de M. Abillon et je m'interroge aussi là, sur la procédure. En fait, le Sénat n'avait pas de rapport, mais avait un avis à donner et nous avons un rapport, mais pas d'avis. Pourquoi le Parlement ne rend-il pas, l'Assemblée, ne rend-elle pas un avis? C'est assez incompréhensible, ce fonctionnement. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, sur Omégas, Madame Voynet. Pas de demande de parole particulière? Non, une remarque générale. Je rejoins les propos de M. David, mais j'ajouterai peut-être la demande d'une évaluation du passage en agence par rapport à l'époque des services de coopération. D'ailleurs, on peut généraliser le propos. Ça a été le cas aussi pour Campus France. Et je pense que ça mériterait que notre commission se penche sur les résultats de ce passage en agence. Je ne suis pas sûr que le bénéfice soit grand, ni du point de vue de la qualité du service rendu, ni du point de vue budgétaire. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Alors ça, oui. Micro, s'il vous plaît, monsieur Oméga. Alors, moi, je pense... Ah, pardon, allez-y, Madame Hamlet. Non, je vous laisse, je parle. Allez-y. D'accord, très bien. Écoutez, merci pour cette suggestion. Moi, je pense que ça fait partie des attributions de notre commission, justement, que d'évaluer l'impact des politiques publiques de développement et que ça pourrait, et je parle sous le contrôle de notre président, faire l'objet d'une mission flash ou d'une mission d'information, si certains d'entre vous étaient intéressés par cette mission. Moi, ça me semblerait tout à fait pertinent. Merci. Madame Hamlet? Oui, tout à fait. Pourquoi pas une mission flash? Alors, on a posé la question à M. Pelé. En fait, lui nous a expliqué que c'était à la demande de M. Fabius, donc encore une fois, à l'époque socialiste, que c'était dans un souci d'efficacité. Oui, je suis désolée. Dans un souci d'efficacité et donc à contrôler, effectivement, parce que on peut avoir des doutes. Merci beaucoup. Pour le groupe Les Démocrates, Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues, pour ce rapport sur un sujet qui, vous le savez, m'est cher. Je voudrais revenir, avant de poser ma question, sur plusieurs choses. D'abord, je crois que cette réforme lancée effectivement par le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, est une réforme réussie, qui a pris du temps, mais c'est une réforme réussie. Je crois qu'au-delà de l'organisation budgétaire qu'on traite systématiquement, je crois que cette réforme vient du fait, qui est une vérité du XXIe siècle, que la France dans le monde ne peut plus faire tout toute seule. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir des outils qui nous permettent de travailler avec d'autres, pas uniquement parce que ça coûte moins cher, comme on dit, mais parce que nous ne sommes plus autant des colonies, nous devons travailler avec les États sur place, nous devons travailler avec des ONG, nous devons travailler avec nos entreprises. Je voudrais aussi rappeler des chiffres, puisque nous avons beaucoup de nouveaux arrivants. L'APD, l'aide publique au développement, c'est 18 milliards. Le budget de l'État dans l'aide publique au développement, c'est 4. Le budget de l'État dans Expertise France, c'est 0,1. Donc, sur l'évaluation, on en a beaucoup parlé. La comparaison avec l'Allemagne également, vous savez que ça me concerne beaucoup. Oui, l'Allemagne fait beaucoup plus, mais l'Allemagne, ce n'est pas un budget d'État. Ce n'est pas géré par le Bundestag à ce moment-là. C'est un budget qui, lui,
exactement dans l'autre côté du balancier. Et les indicateurs sur les entreprises françaises existent maintenant depuis 2021. Nous le constatons. J'étais avec Mme Carrois au conseil d'administration de l'AFD. Il y a aujourd'hui dans l'APD, il y a un indicateur de retour sur les entreprises françaises qui est en évolution bénéfique. Je suis souvent sur le terrain, vous le savez, j'étais en Ukraine la semaine dernière, et effectivement, je crois que cette présence de terrain, Expertise France a participé à la réfection du théâtre de Tchernihiv qui avait été bombardé, et du théâtre de la jeunesse de Tchernihiv, j'y suis passé. C'est bien que nous soyons là, et ce sont des bénéfices futurs pour notre pays, je tiens à le maintenir. Maintenant, un sujet qui m'est très cher, c'est les COM. Oui, nous avons refusé ici, sous la présidence de Marielle de Sarnez, nous avons refusé un COM qui nous avait été amené dans la dernière année de son identité. Il faut le faire. Je pense qu'il faut continuer. Et ce que j'appelle de mes voeux, Monsieur le Président, et je vous le répète ici, je l'ai souvent dit, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que nous travaillons sur un mandat ou sur plusieurs années à la synchronisation de tous les COM de notre commission, ce qui permettrait, ce n'est pas très difficile à faire, il suffit que les administrations comprennent de quoi on parle, et ce qui permettrait de faire une espèce de loi de programmation de facto de toute l'activité de notre diplomatie d'influence. Voilà, je voulais savoir, mesdames les rapporteurs, si vous avez senti des échos du futur COM de l'AFD dans cette harmonisation. J'ai vu qu'il y avait une introduction commune. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui sont déjà harmonisés entre l'AFD et le COM que nous étudions? Merci. Madame les rapporteurs. Merci, chers collègues. Donc, merci avant tout pour les précisions que vous avez apportées et les remarques que je partage évidemment sur l'impact, encore une fois, de l'aide publique au développement. Nous pouvons, nous aurions pu refuser purement et simplement ce COM qui, comme je le disais, nous a été transmis avec 6 mois de retard. Moi, je pense qu'il vaut mieux adopter une attitude constructive, faire ses recommandations, ses remarques et peut-être ajouter, moi j'y serais assez favorable, votre suggestion d'avoir un examen des COM conjoints. Je pense que ça serait effectivement, c'est dans la ligne de ce que je proposais et des remarques que je faisais dans le rapport, le fait de ne pas avoir une vision d'ensemble, d'avoir un manque de visibilité des priorités qui sont prises parce qu'elles sont noyées dans une liste assez longue de sujets prioritaires. Donc ça serait effectivement très intéressant que notre commission puisse les examiner conjointement. Et je parle sous votre contrôle si on pouvait ajouter peut-être cette recommandation que les COM soient examinés conjointement. Moi, j'y serais tout à fait favorable. Merci. Madame Amelet. Oui, je vous remercie. Je voudrais rebondir, Monsieur Petit, sur ce que vous avez dit en tout début de votre propos. Vous disiez la France ne peut pas tout faire toute seule. Oui, effectivement, la France ne peut pas faire toute seule, mais la France a des ambassadeurs. Et peut-être faudrait-il davantage associer nos ambassadeurs dans les choix des expertises. Ça pourrait être judicieux. Ensuite, je voulais aussi vous rappeler, Monsieur Petit, que les moyens européens, ce sont aussi des moyens français. La France participe à ces moyens. Merci beaucoup. Pour le groupe Lyot, Laurent Mazori. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mesdames les rapporteurs, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre travail. En complément, je souhaiterais malgré tout revenir sur 2 points qui me semblent fondamentaux et que vous exprimez notamment dans votre avis. Si le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et Expertise France comporte des objectifs essentiels à la bonne mise en place de notre politique d'aide au développement, la question des moyens se pose de toute évidence et tout particulièrement dans cette période budgétaire qui s'annonce plus contrainte que jamais. Comme vous le rappelez dans votre rapport, ont déjà été annulés en début d'année au titre de 2024 plus de 742 millions d'euros d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement pour la mission budgétaire aide publique au développement. Nous attendons de plus une possible diminution de 18% pour 2025, mais il est probable qu'un nouveau coup de rabot, comme l'on dit, sera rendu nécessaire par la situation financière de notre pays. Ces chiffres sont inquiétants et méritent que nous restions en alerte et vigilants durant les prochains mois, de nouvelles adaptations étant très certainement nécessaires. Je rejoins également votre analyse concernant l'association du Parlement sur les sujets liés à l'aide publique au développement, les retards de transmission de documents ou l'absence de consultation du Parlement sur certains changements stratégiques significatifs sont en effet à regretter. Il est fondamental d'impliquer davantage le Parlement dans nos politiques d'aide au développement, comme toutes et tous l'avaient déjà dit. D'autant plus, je suis convaincu que cela permettra une meilleure accessibilité et compréhension de ces sujets pour les citoyens, qui peuvent parfois s'interroger sur les impacts réels et concrets de cette aide. Enfin,
Je souhaite souligner ici la place fondamentale que doit avoir la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos objectifs d'aide publique au développement. Nous le savons, la réduction des inégalités contribue au développement et à la stabilité des pays, mais aussi à une plus grande paix sociale. Aussi, ce contexte d'incertitude budgétaire est d'autant plus inquiétant que dans certains pays, les droits des femmes reculent à chaque instant, comme on a pu encore le constater cet été, par exemple pour les femmes afghanes. Je profite de cette intervention pour saluer ici d'ailleurs le courage au quotidien des femmes iraniennes et plus globalement le courage de toutes les femmes qui, tous les jours, se battent pour leurs droits, voire même pour leur survie dans le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Chers collègues, si vous pouviez... Alors moi, j'ai très mal entendu la fin. Moi, j'ai pas entendu de questions. Mais peut-être pas, mais en tout cas, merci pour vos propos. Comme vous soulignez plusieurs points du rapport, je ne peux évidemment qu'être en accord avec ce que vous dites. Je vous remercie cependant d'avoir insisté sur la question de l'égalité femmes-hommes et de l'importance des politiques de genre qui sont menées. Comme vous savez, notre diplomatie aujourd'hui a cet objectif de mener une diplomatie féministe, que ce soit dans nos différents postes et dans le choix des projets qui sont menés. Par ailleurs, la question de l'égalité femmes-hommes est dans les objectifs assignés par ce COM, donc en continuité de ce qui avait été fait dans le COM précédent, et par ailleurs dans les indicateurs qui permettent de mesurer l'impact des différentes politiques. Donc évidemment, nous vous rejoignons sur ce point. Et parmi les prioritaires dont je parlais en propos préliminaires, il est évident que cette question figure, et c'est à mon sens une bonne chose. Merci beaucoup. Pour la gauche démocrate et républicaine, monsieur Jean-Paul Lecoq. Attendez, excusez-moi, monsieur Barrot, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Oui, j'ai assez mal entendu le propos de notre collègue député, mais j'ai entendu par contre Madame Caron après sur l'égalité femmes-hommes. Donc deux choses, évidemment que c'est très important, c'est une des priorités, mais c'est pas la priorité absolue peut-être aujourd'hui dans certains pays d'Afrique notamment, où je le rappelle, nous avons 60% de notre présence. Donc par ailleurs, si on veut cette égalité homme-femme, je le disais tout à l'heure, il faut trouver des domaines qui leur apportent vraiment quelque chose. Là, en l'occurrence, comme je vous le disais tout à l'heure, l'amélioration des conditions pour les femmes en ligne dans des pays où il n'y a pas d'électricité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça, il faut quand même aussi... c'est facile de dénoncer de grandes thématiques, des évidences, puisqu'on est tous pour l'égalité homme-femme, mais derrière, il faut que ce soit applicable de façon pratique. Voilà, donc ça, je voulais quand même revenir là-dessus. Et puis aussi, il faut que ce soit entendable dans les pays dans lesquels nous faisons ces expertises. En Afrique, on sait qu'il y a encore un décalage qui est très grand. Donc, il faut tendre évidemment à l'amélioration, mais il faut aussi prendre en compte leurs particularités, leurs habitudes, parce que sinon, les propositions que nous leur ferons seront vouées à l'échec, elles ne seront jamais appliquées. Merci Madame Hamelé. Je rappelle simplement que la question de la sécurité des femmes en ligne, ça ne concerne pas que les pays développés, puisque nous avons des centaines de milliers, voire peut-être des millions de femmes qui sont victimes de comportements qui s'apparentent à la traite des êtres humains, notamment pour le commerce d'images ou de vidéos pornographiques en ligne, et que, bon, sans être un expert des missions d'Expertise France, il me semble néanmoins qu'il est bon que dans sa politique de développement, la France puisse contribuer également à la protection des femmes concernées. Bien sûr, mais là je parle en Afrique. Je parle en Afrique, hein, merci beaucoup. La parole est à Jean-Paul Lecoq. Merci, le Président. Moi, quand j'ai vu ce rapport, je me suis demandé ce qu'on faisait là. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce contrat d'objectifs et de moyens, c'est le contrat d'objectifs et de moyens du précédent gouvernement. Or, le Président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Et le Président de la République, en réponse, a eu du peuple français le fait que sa politique était disqualifiée. Et largement majoritairement, les Français ont dit on ne veut plus de sa politique. Et aujourd'hui, on discute d'orientation politique et de ce président de la République et du président gouvernement. C'est étonnant. On aurait pu nous présenter le contrat d'objectifs et de moyens et nous dire, compte tenu de l'évolution, compte tenu du résultat des élections, on propose de l'amender. On propose de l'adapter. On propose de dire, par exemple, l'objectif, ça ne peut pas être en quoi l'aide au développement profite aux entreprises françaises, mais en quoi l'aide au développement profite aux peuples qui sont servis par l'aide au développement, profite à leur indépendance,
la confirmation de leur indépendance, y compris économique, confirme leur autonomie, confirme un accompagnement technologique, confirme un accompagnement financier. Or, comme c'est pas ça, comme c'est pas ce qu'on propose, on est sur de la bureaucratie. Là. Enfin, moi, les discussions qu'on a depuis le début, ça ressemble à ça pour moi et pour mon groupe. La question qui peut se poser, c'est en quoi nos orientations d'aide publique au développement, nos orientations d'expertise, viennent-elles satisfaire les peuples ou, à contrario, sont-elles différentes et meilleures que les suggestions qui sont faites par les BRICS+, par le travail qui se passe au niveau du Sud global, avec la Russie pour les technologies, la Chine pour l'aide financière, etc. Et on voit que des pays qui étaient proches de nous, culturellement, qui aujourd'hui se détournent de la France, mais de l'Occident d'une manière générale, pour rejoindre des dispositifs alternatifs. Et donc, ce contrat d'objectifs et de moyens devrait faire l'analyse politique de cette situation-là et suggérer des alternatives qui vont dans ce sens-là. Ce n'est pas du tout ce qui est dedans, ce n'est pas ce que vous nous avez apporté, il n'y a pas cette analyse, cette confrontation d'événements. Et moi, je ne vais pas voter contre la publication du rapport, parce qu'il y a un travail, etc., mais je ne vais pas m'associer au vote, parce que je pense réellement que ce rapport est obsolète. Il ne correspond plus à la situation politique de notre pays. Merci beaucoup, mesdames les rapporteurs. Madame Carrois. Merci, chers collègues. Écoutez, nous avons parlé assez longuement de la question de la procédure et de la transmission de ce rapport tardivement, et certains ont aussi soulevé la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons. Donc j'entends ce que vous dites. Maintenant, là où je suis en désaccord avec vos propos, c'est que lorsque vous lisez le fond du contrat d'objectifs et de moyens, vous voyez l'objectif principal qui est le renforcement des institutions démocratiques des pays dans lesquels nous intervenons. Lorsque vous regardez les 18 objectifs qui ont été assignés, vous avez en premier objectif la lutte contre les impacts du changement climatique, en deuxième objectif l'égalité des genres, en troisième objectif le renforcement de la santé, de la lutte contre les pandémies et de la protection sociale. Je pourrais vous les faire tous, mais en réalité je ne pense pas que vous soyez en désaccord avec ces objectifs. Alors si vous voulez, comme c'est notre première séance de l'année, que nous fassions de la politique française et que nous parlions de la situation dans laquelle nous nous trouvons, je le conçois parfaitement, et c'est d'ailleurs le rôle de chacun. On me rappelait que nous étions tous parlementaires et que nous étions là pour faire de la politique. Moi je pense qu'il est important que nous puissions permettre à cette agence de continuer à faire le travail qu'elle le fait, de nous assurer qu'elle ait les moyens nécessaires à pouvoir avoir une politique d'aide au développement ambitieuse, qui n'a pas toujours été le cas. Je rappelais un peu l'historique pour rappeler que ce n'est pas au cours des 7 dernières années. Au contraire, là, ça a été augmenté. Et moi, je vous invite tous à permettre à cette agence de travailler, mais à évidemment rester extrêmement vigilant, comme l'ont souligné certains de nos collègues aujourd'hui, sur comment le Parlement va être associé à l'avenir et aussi sur comment ces orientations vont être effectivement et concrètement mises en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Hamlet. Oui, écoute, oui, moi je suis évidemment d'accord avec vous, Monsieur Lecoq, hein, une fois n'est pas coutume, mais je suis tout à fait d'accord. C'était d'ailleurs l'objet de mon propos, puisqu'il y a un décalage entre ce COM et puis les orientations qu'on pourrait prendre, et surtout, on ne tient pas compte de l'avertissement qui vient d'être donné sorti des urnes envers ce gouvernement. Donc là, on est tout à fait d'accord. Juste un point, moi je n'oppose pas l'intérêt des peuples sur place et l'intérêt des entreprises françaises. Je pense qu'on peut avoir les deux, les entreprises et les peuples. C'est justement ce vers quoi il faut tendre. Et ensuite, vous critiquez le rapport. C'est pas le rapport qu'il faut critiquer en fait, Monsieur Lecoq, c'est le COM en lui-même. Nous, on ne fait qu'un rapport du COM. Merci Madame Hamlet. Pour le groupe à droite, je n'ai pas reçu de demande de prise de parole. J'ai 2 orateurs inscrits. Michel Guignot. Merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je ne fonctionne pas. C'est bon, merci. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, j'ai été saisi à la lecture de votre rapport par la distance que le gouvernement semble établir avec la représentation nationale. À la page 19, vous déplorez l'application et le respect insuffisant du Parlement par le gouvernement sur les sujets d'aide publique au développement, alors qu'il s'agit d'un élément hautement stratégique.
Madame la rapporteure Hamlet, vous indiquez en page 23 ne pas avoir réussi à percevoir de réelles stratégies concernant les bénéfices apportés à la France, ses intérêts et son influence par l'activité d'Expertise France. Je ne saurais que vous rejoindre sur ce sujet. Je prendrai pour exemple le partenariat EFIDIS au Sahel. 150 millions ont été engagés jusqu'en 2023 pour promouvoir notamment des ateliers sur l'approche genre transformative et une offre de santé sexuelle et reproductive dans des pays tels que le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. 3 pays qui aujourd'hui nous rejettent allègrement et dont les islamistes au pouvoir rejettent les valeurs que nous leur avons proposées. Le projet annonce pourtant promouvoir l'égalité des sexes, l'accès des femmes à un travail décent et la réduction des inégalités dans une zone géographique où elles subissent l'islam et n'ont même pas le droit de sortir de chez elles sans un chaperon et avec des conditions difficiles. Ma question est la suivante. Par quels moyens un contrôle de France Expertise serait réalisable afin de promouvoir des projets conformes à nos valeurs, à l'égalité des femmes, aux libertés et à leur considération, mais aussi... Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. J'avais fini. Madame Hamlet. Bon, moi, je suis d'accord, bien évidemment, avec ce qui vient d'être dit. Je ne vais rien ajouter. Après, si sur la dernière partie de la question, comment Expertise France pourrait agir, ben, écoutez, moi, je pense que, je l'ai dit à plusieurs reprises ce matin, je pense qu'il faut inclure davantage la société civile. Et au lieu de s'adresser toujours au gouvernement, il faut inclure la société civile. C'est peut-être un des aspects qui permettrait justement d'arriver à des résultats plus concrets. Et par là même, par des résultats plus concrets et par là même à améliorer l'image de la France réellement. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais seulement un point. Votre question a permis d'illustrer les grandes divergences qui existent de conception et surtout l'importance que nous accordons à l'égalité femmes-hommes, mais aussi à la défense des minorités et autres. Donc évidemment, et c'est un peu l'exercice difficile dans ce genre de rapport où il y a des représentants, des rapporteurs de groupes différents. On voit bien les divergences de pensée. Sur la question de comment travailler, disons, au-delà de l'aspect idéologique dans la question, je pense qu'il est effectivement important d'associer tout ce qu'on a appelé l'équipe France, également les entreprises françaises lorsque cela est pertinent, la société civile, je pense que c'est très important aussi, et d'avoir un nombre le plus important possible d'acteurs associés aux interventions. Et encore une fois, je l'ai dit en propos liminaire, je le redis, avoir davantage de clarté sur les objectifs. C'est-à-dire, je pense qu'il vaut mieux faire plusieurs projets qui vont dans le même sens de manière convergente pour avoir un véritable impact qu'une multiplicité de petits projets dont on peine ensuite à avoir une véritable évaluation. Merci beaucoup. Marc de Florian, puis Arnaud Le Gall. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Messieurs. Le Conseil présidentiel du développement de mai 2023 fixait l'objectif suivant: aider nos partenaires à lutter contre les réseaux d'immigration clandestine. Les réacteurs d'Expertise France, eux, le traduisent en, je cite, « rendre opérationnelle l'approche triple gagnant pour une migration au bénéfice du migrant, du pays d'origine et du pays d'accueil ». Or, ni les habitants de Calais, qui m'ont fait l'honneur de leur confiance et que j'ai pour mission de défendre ici, ni mes camarades centrafricains, tchadiens ou nigériens, aux côtés de qui j'ai servi, n'ont jamais considéré que la migration pût être gagnante pour quiconque. Sur le terrain, nous l'avons tous et toujours vécu, comme un facteur d'appauvrissement, un risque criminogène et un plongeon dans l'anomie sociale et culturelle pour les pays de départ et d'arrivée, comme pour les migrants, même réguliers, et ce de manière ontologique. Faute contre la lettre, faute contre l'esprit. Les rédacteurs transcrivent donc ici lutter contre la migration illégale en promouvoir la migration légale au moyen d'un syllogisme bancal. Ma question s'adresse à Madame Carrois, mais plus généralement à l'ensemble des députés du bloc présidentiel. Soutenez-vous l'orientation donnée par le Président de la République en mai 2023 et en conséquence, allez-vous demander à Expertise France de revoir sa copie? Merci. Je vous remercie. Mesdames les rapporteurs. Si, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mesdames les rapporteurs. Mais vous pouvez vous inscrire si vous voulez, Monsieur Omegas. Allez-y. Alors moi, j'aurais été très surprise qu'on finisse cette audition sans que le Rassemblement national ne pose une question sur l'immigration qui est un peu son obsession. Je pense que les objectifs qui ont été fixés en 2023 sont très clairs sur les priorités de développement. Ils sont énumérés dans notre rapport. Évidemment, j'y souscris.
Je répéterai ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises dans cette audition. Je pense que nous gagnerions à avoir non pas une liste aussi longue d'objectifs, mais des objectifs un peu plus ciblés. Je réitère également mes propos sur le fait que je suis convaincue que l'investissement, et j'insiste sur ce terme investissement, que nous faisons dans l'aide publique au développement a un impact vertueux non seulement pour les populations que nous accompagnons, non seulement pour l'écosystème dans lequel se trouve cette aide, mais également pour la France et pour les Français. Et je pense avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Madame Ablé. Vous voulez réagir très rapidement, s'il vous plaît? Oui, très rapidement aussi. Simplement, je ne partage pas l'avis de ma collègue Carrois, évidemment, vous en doutez. Les problèmes de migration, ce n'est pas l'obsession du Rassemblement national, c'est l'interrogation, la crainte de beaucoup de Français, et on l'a vu lors des dernières élections. Donc, on ne peut pas nier ce problème, et il est au centre aujourd'hui des préoccupations des Français. Merci beaucoup, Arnaud Le Gall, puis Frédéric Petit. Oui, il y a quand même des gens qui nous écoutent, donc on peut diverger sur l'interprétation, on n'est pas obligé de raconter n'importe quoi. Au Sahel, ce ne sont pas des islamistes qui ont pris le pouvoir par des coups d'État, ce sont des juntes militaires qui prétendent par ailleurs combattre les islamistes, etc. Ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, il faudrait peut-être éviter de raconter n'importe quoi aux gens qui nous écoutent, parce que le débat n'est plus possible. Si vous avez un problème avec l'immigration de manière ontologique, ce qui est une autre manière finalement de dire qu'il y a une incompatibilité entre les races, une manière plus polie, je me demande par ailleurs pourquoi, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, où le nouveau pouvoir essaye justement, pour empêcher que les jeunes partent par milliers mourir dans la mer, essaye de faire de grandes réformes économiques, je me demande pourquoi Madame Le Pen, au lieu de soutenir ces gens qui sont arrivés au pouvoir, allait faire des courbettes à Macky Sall, qui était en grande partie responsable de cette situation. Voilà. Donc balayez devant votre porte, réfléchissez au lieu de raconter n'importe quoi, parce que c'est insupportable. Merci beaucoup. Une réaction des rapporteurs? Je pense que ça s'adressait au Rassemblement national, donc je vais laisser ma collègue répondre. Madame Amelé. Oui, écoutez, tout simplement, je ne vais pas répondre parce que ces provocations ne méritent même pas de réponse. On est là pour parler du COM, pas d'autre chose. Donc, seule la rapporteure a la parole. Revenons sur le sujet. Merci. Merci, Madame Amelé. Monsieur Frédéric Petit, puis Jean-Luc Roumégas. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire juste une remarque parce que j'aimerais éviter un malentendu en cette première commission. Expertise France, un opérateur, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le gouvernement qui fait un COM là. Je vous rappelle qu'au CA d'Expertise France, il y a 2 parlementaires de tête. Il y a des représentants des maires de France, il y a des représentants des ONG. Nous avons 4 ONG. Il y a plus d'ONG au CA de l'Agence française de développement que de parlementaires. Donc, l'intérêt de ces COM, c'est que justement, ce sont des organismes qui ne sont ni l'État ni le privé et qui associent toutes les forces de la France. C'est la voix de la France, ce n'est pas la voix du gouvernement français. Donc, évidemment, le Parlement doit intervenir parce que c'est lui qui représente la France. Et dernière petite remarque, chers collègues, ici, un député représente les intérêts supérieurs et communs de la France. Il représente ses électeurs, mais il ne les défend pas. Les intérêts que nous défendons ici tous, c'est les intérêts de la France. Merci, Monsieur Roumégas. Avant une ultime prise de parole de Monsieur Cordier, et puis nous passerons au vote. Oui, je sais bien que la liberté de parole est la règle à l'Assemblée et dans notre commission. Néanmoins, je rejoins les interventions de mes derniers collègues. On ne peut pas, pour la dignité de cette commission, laisser associer de façon ontologique immigration et criminalité. Je pense qu'il faut que nos collègues aient quand même une certaine réserve. Voilà, on parle au nom de la commission, c'est aussi la voix de la France, et je pense que ce type de propos ne devrait pas être tenu dans notre Assemblée ici. Merci. Merci. Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, ça fait 7 ans que je siège dans cette commission. J'ai donc eu l'honneur d'être commissaire avec Marielle de Sarnez et avec Jean-Louis Bourlange. Je souhaiterais, en tous les cas, et je le dis au nom du groupe La Droite Républicaine,
que les débats se passent de la même manière dont ils se sont passés ces 7 dernières années. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont un peu anciennes ici, qui pourront en témoigner, Monsieur le Président. Je crois que voilà, on n'a pas tous les mêmes convictions, les mêmes idées, mais il y a toujours eu du respect ici. Et je crois qu'il faut que ça reste la règle et que même si on est en désaccord, on ne joue pas au ping-pong comme ça, les uns avec les autres, comme ça a été le cas ces dernières années. Donc, je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, au même titre que vos prédécesseurs, qu'on arrive à trouver un climat serein au-delà d'idées différentes, mais qu'on se respecte. Merci. Merci Monsieur Cordier et j'invite effectivement l'ensemble des membres de la Commission de respecter cette courtoisie, sinon confraternité parlementaire. Madame Autain. Oui, je vous remercie. Étant là aussi depuis 7 ans, je pense que rien ne s'est passé ici qui ne s'est pas déjà passé dans cette commission. C'est-à-dire qu'il faut faire attention entre le débat politique, la confrontation politique qui fait partie de la démocratie et qui est l'objet même des commissions à l'Assemblée nationale, et ce que vous dites de non-respect, comme si on insultait les gens. Voilà, dire qu'on n'est pas d'accord, dire qu'on est parfois outré de propos qui sont tenus, des propos qui sont parfois contraires aux principes républicains, ne me paraît pas être de nature à rompre avec ce qu'a été cette commission depuis 7 ans, mais au contraire, permettre de la faire vivre, sinon il n'y a pas de démocratie. Et quand j'entends nous expliquer que finalement le rapport qui nous est remis, parce seule Madame Autain a la parole. Oui, alors là, on peut les comparer, les taux de présence, il n'y a aucun problème dans cette commission. Merci. Ouais, vraiment zéro sujet. Je termine juste d'un mot, c'est-à-dire que de la même manière, faire taire les dissensus politiques au nom de nous avons un rapport qui émane d'une instance dans laquelle il y a toutes les ONG et que cette affaire ne serait que technique et non politique, ça pour moi c'est tuer le sens même de cette commission et le sens même de la représentation nationale. Donc faisons de la politique calmement, sereinement, mais en se disant aussi les choses sur nos désaccords, c'est ça la démocratie. Merci beaucoup. Je vous propose, le débat a eu lieu, qu'on puisse passer au vote. Étant entendu qu'effectivement, Madame Hamelé l'a précisé tout à l'heure, contrairement au Sénat, le vote qui va intervenir porte sur la publication du rapport, alors qu'au Sénat, un avis est donné sur le COM, mais un rapport n'est pas produit. La richesse de notre exercice, c'est de pouvoir fournir un rapport avec un certain nombre de recommandations. Et j'ajoute que si les uns et les autres le souhaitent, ils peuvent, en lien avec leur groupe politique, les groupes déposer une contribution de 2 pages. Je pense en particulier à ce que Frédéric Petit évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'examen conjoint d'un certain nombre de coms, ou la remarque que faisait tout à l'heure Jean-Paul Lecoq. Donc n'hésitez pas à nous les transmettre. Mais conformément à l'article 145 du règlement de l'Assemblée, il revient à notre commission de se prononcer sur la publication de ce rapport que viennent de nous présenter nos 2 rapporteurs. Qui est pour la publication? Qui est contre? Qui s'abstient? Il en est ainsi décidé. Le rapport de nos 2 rapporteurs sera publié et distribué. Je les remercie toutes les 2 pour leur travail très intéressant dans des délais un peu bouleversés. Je souhaite prompt rétablissement à Madame Hamelé. Prochaine séance mardi prochain avec l'audition de la secrétaire générale de la francophonie au sujet du sommet des 4 et 5 octobre prochains. La séance est levée.